Notre Terre n'a pas toujours été la planète bleue que nous connaissons aujourd'hui. Dans sa jeunesse, elle n'était qu'une boule de matière en fusion. Elle fut soumise à la pression du magma et des nombreuses météorites qui la percutèrent. Après cette activité volcanique intense, en refroidissant, une croûte s'est formée à la surface. Maintenant, examinons de plus près sa structure, composée de 5 couches principales. Un noyau interne solide, composé de fer et de nickel, dont la température avoisine les 5000 degrés. Un noyau externe liquide, composé principalement de fer à 4000 degrés. Un manteau inférieur solide et élastique qui devient magma à une centaine de kilomètres de la surface terrestre. Un manteau supérieur qui est moins visqueux, mais pas tout à fait à l'état solide de roche. Enfin, la croûte terrestre, dont l'épaisseur varie entre 30 et 100 km. La croûte terrestre est une partie du manteau supérieur aussi appelée lithosphère. La lithosphère est la zone rigide de la Terre constituée de la croûte et d'une partie du manteau supérieur. Elle est subdivisée en plaques dites tectoniques. La plaque pacifique, la plaque australienne, la plaque eurasienne, la plaque antarctique, la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque nord-américaine et la plaque de Nazca. À ces plaques majeures sont associés un nombre plus important de plaques mineures. Toutes ces plaques ont des mouvements relatifs différents. Mais alors, comment expliquer le mouvement de ces plaques ? Nous avons vu que la température du noyau terrestre avoisinait les 5000 degrés. La chaleur qui se diffuse du noyau génère des courants de convection dans le manteau inférieur et supérieur. Cela peut être comparé au mouvement de l'eau qui bout dans une casserole. La croûte terrestre rigide repose sur une matière élastique qui elle-même est soumise à des courants de convection. Cela induit le déplacement des plaques tectoniques. Fort heureusement, le mouvement généré entre deux plaques est très lent. Il varie entre 0 et 1 cm par an. C'est ainsi qu'il y a 200 millions d'années, tous nos continents ne formaient qu'un seul et grand continent. Ils se sont séparés au fil des millénaires. Cela explique que la côte atlantique du continent sud-américain pourrait presque s'imbriquer comme une pièce de puzzle avec le continent africain. Maintenant, regardons les différents effets générés au niveau des limites de ces plaques. Lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, on parle d'un phénomène de divergence. Sur ce schéma, voyons le mouvement de convection qui influe sur le mouvement de la lithosphère, ou plus communément appelée croûte terrestre. Cela forme un rift, sorte de grand fossé qui dessine la frontière où l'écorce terrestre est plus fine. Cette zone est propice à la formation de volcans. Dans cet autre exemple de divergence dans la croûte continentale, on retrouve la formation d'un rift avec fracture et affaissement des zones environnantes. Dans des milliers d'années, un océan séparera ces deux plaques. Lorsque deux plaques se rapprochent l'une de l'autre, on parle de phénomène de convergence. Sur ce schéma, la plaque de gauche, sous l'influence du mouvement de convection, se glisse sous la croûte continentale. On appelle ce phénomène subduction. La plaque plongeante, par un effet de déshydratation de la roche, libère de l'eau qui, elle-même par réaction, déclenche la formation du magma. Ce magma remonte à la surface et provoque la formation de volcans. Ces zones sont très propices au séisme. Ce phénomène de subduction
est à l'origine de la plus longue chaîne de volcans située le long de la côte occidentale d'Amérique du Sud, la cordillère des Andes. Longue de 7000 km environ, pour une hauteur moyenne de 4000 mètres. Observons maintenant une convergence entre deux plaques océaniques. La zone de subduction est située au fond des mers. Le phénomène est identique au précédent, avec la plaque de gauche qui glisse sous celle de droite, entraînant la déshydratation de la roche. Cela génère la formation de poches d'eau et par réaction active la formation du magma. Cette irruption de magma est à l'origine de la formation de volcans sous-marins qui, au fil du temps, par le refroidissement du magma et le dépôt de cendres, forment un monticule qui finit par dépasser la surface de l'eau pour donner naissance à une île. C'est ainsi que se sont formées les îles des Caraïbes, dont font partie la Guadeloupe et la Martinique. C'est une zone à fort risque sismique. En Guadeloupe, le dernier tremblement de terre important date de 1843, faisant plus de 3000 morts. Maintenant, observons de plus près la convergence entre deux plaques continentales. Prenons en exemple la plaque indienne, remontant sur la plaque eurasiatique, qui a entraîné la formation de la chaîne de l'Himalaya. Contrairement aux exemples précédents, cette convergence ne donne pas lieu à une subduction, mais à une collision. C'est une zone à fort risque de séisme, mais le volcanisme y est quasiment inexistant. Les plaques se plissent en faisant apparaître des chaînes de montagnes et des grandes failles. Au Népal, lors du dernier tremblement de terre en mai 2015, sous une pression extrême, les plaques tectoniques se sont brisées et affaissées si bien que l'Himalaya s'est abaissé de 90 cm. On parle de coulissage lorsqu'une plaque glisse latéralement le long d'une autre. Au niveau de ces failles se produisent généralement des séismes très violents. La faille de San Andreas, en Californie, est une zone très propice à ce type de tremblement de terre. Si l'activité volcanique est majoritairement située au niveau des limites des plaques tectoniques, il existe un autre phénomène volcanique particulier, les points chauds. Ce sont des points terrestres fixes où la température du manteau est plus élevée et où les matériaux sont moins denses. L'archipel de Hawaï est un exemple de ce type de volcan. La montée du magma perce la lithosphère et engendre la formation d'un volcan. L'archipel de Hawaï démontre aussi la dérive des plaques tectoniques. La position du point chaud est fixe au niveau du manteau et au fil des millénaires vient percer la lithosphère qui se déplace en surface. Le résultat donne un alignement d'îles volcaniques. Pour l'archipel d'Hawaï, si on suit cet alignement d'îles volcaniques, on note un changement de direction à moins 42 millions d'années. Ceci démontre que la trajectoire du mouvement des plaques n'est pas toujours linéaire. Il existe deux types généraux de volcans, les volcans effusifs et les volcans explosifs. Le volcan effusif, ou volcan rouge, rejette de la lave en fusion. Les laves refroidies constituent des roches éruptives qui peuvent s'accumuler et atteindre des milliers de mètres d'épaisseur, formant ainsi des montagnes ou des îles. La lave est conduite en surface via la cheminée principale depuis la chambre magmatique. La roche de ce volcan est le basalte.
Le volcan explosif ou volcan gris est un type de volcan qui explose. L'éruption consiste en une explosion de lave grise dont la consistance pâteuse forme un dôme. Ce type de volcanisme est très dangereux car l'explosion totale du volcan peut détruire une région entière. Le rejet de cette explosion se déplace à plus de 500 km/h sous forme de nuages de fumée appelés nuées ardentes, dont la température peut atteindre 700 degrés. Ce type d'éruption provoque beaucoup de dégâts matériels et humains. La localisation des séismes n'est pas aléatoire. Elle suit les lignes de contour des plaques tectoniques. L'endroit précis où se produit un séisme est assimilé à un point en profondeur, c'est le foyer. Le point en surface à la verticale du foyer est appelé l'épicentre. C'est à cet endroit que les risques de dégâts sont les plus importants. Il existe différentes sortes d'ondes sismiques. Les deux principales sont les ondes de surface et les ondes de volume. Les ondes de surface se déplacent à la surface comme des ronds dans l'eau, tandis que les ondes de volume peuvent se propager dans toutes les couches inférieures de la Terre. La divergence, la convergence ou le coulissage des plaques tectoniques se caractérisent par différentes conséquences au niveau de la croûte terrestre. Dans le cas d'une divergence, la lithosphère est soumise à un effet d'extension et d'amincissement. La croûte terrestre finit par se briser en deux avec affaissement d'un des deux blocs. On appelle ce phénomène une faille normale. Dans le cas d'une convergence, la lithosphère est soumise à un effet de compression qui se traduit par une rupture et une superposition anormale avec un redoublement des couches sédimentaires. On appelle ce phénomène une faille inverse. Dans le cas d'un déplacement horizontal et latéral des plaques, la lithosphère se cisaille et les deux blocs se décrochent pour former une faille coulissante. Parmi les séismes les plus destructeurs, il y a les tsunamis. Examinons comment se génèrent ces raz-de-marée. Suite à un séisme sous-marin en eau profonde, un glissement de terrain déclenche la remontée d'un grand volume d'eau. Ce volume d'eau se propage en surface par une onde qui se déplace à grande vitesse, mais de faible amplitude. En se rapprochant des côtes, avec la diminution de la profondeur des fonds marins, les ondes se resserrent et augmentent en amplitude pour former des vagues pouvant atteindre 30 mètres de haut. Elles submergent le rivage, inondent les terrains et emportent tout sur leur passage. Le tsunami, qui a touché les côtes japonaises en 2011, a fait plus de 18 000 morts. La dérive des continents va se poursuivre encore pour les millénaires à venir. Et peut-être que, dans 250 millions d'années, ceux-ci formeront de nouveau un seul et grand continent.